Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Débrief particulier cette semaine. Sa Majesté le Roi a reçu au Palais Royal de Rabat M. Pedro Sánchez lors de la visite effectuée par le président du Conseil espagnol à Rabat, qui a également eu un long entretien avec son homologue marocain Si Aziz Akhnouch. Lors de l'audience royale, le responsable espagnol a réitéré la position de son pays sur le Sahara marocain, soulignée dans la déclaration conjointe d'avril 2022, considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. Dans le communiqué publié par le cabinet royal, il est aussi indiqué que le souverain et le Premier ministre espagnol ont souligné les perspectives uniques de coopération qui s'ouvrent aux deux pays voisins, rappelant en outre que l'organisation conjointe avec le Portugal de la Coupe du Monde de football 2030, avec le Portugal bien entendu et les 3 pays d'Amérique latine, constitue donc un levier supplémentaire de renforcement des relations bilatérales. Par ailleurs, le chef du gouvernement espagnol a informé le souverain de l'intérêt de l'Espagne pour les initiatives stratégiques prises par le Maroc, notamment l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique, l'initiative royale pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, ainsi que le gazoduc africain Atlantique, gazoduc Nigeria-Maroc. Cette visite de Pedro Sánchez, accompagnée de son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, souligne et confirme, si besoin en était encore, la solidité des relations entre les deux pays voisins et souligne les très larges perspectives d'action commune des deux États et de coopération entre les deux économies. Avec nous, pour décrypter cette très importante actualité, c'est Abdelatif Komat. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Chouk, Université Hassan II. Merci d'être avec nous. Driss Aissaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste politique et économiste aussi. C'est Khalid Doumou. Bonsoir. Merci aussi d'être là. Économiste aussi et vice-président du CAC de Qlitra. Merci messieurs. Il s'agit donc de la 5e visite du Premier ministre espagnol depuis qu'il est entré en fonction, 5e visite au Maroc depuis qu'il est entré en fonction en juin 2018. Sur son tweet X, Pedro Sánchez a écrit ceci: « Notre relation connaît son meilleur moment depuis des décennies. Nous voulons faire de notre coopération le meilleur exemple de voisinage constructif. » Fin de citation. De quoi cela est-il le signe? Question à vous trois. Je commence par vous, Abdelatif Komat. En fait, c'est une dynamique qui a été enclenchée depuis maintenant presque 2 années. En fait, les relations maroco-espagnoles sont des relations ancrées dans l'histoire, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de faire d'histoire, mais beaucoup plus les tendances récentes. Et c'est pour ça que je rappelle l'événement, en fait, les événements qui sont déroulés depuis mars 2022, où il y a eu, bien sûr, cette réception accordée par Sa Majesté au Premier ministre, chef de gouvernement espagnol, mais également la déclaration commune, la feuille de route stratégique qui a été définie tout de suite après. Et bien sûr, tout cela dénote d'une efficacité, d'un pragmatisme, parce qu'il y a une succession, en fait, aussi bien de, je dirais, de cadres formalisant cette relation stratégique, mais également et surtout des relations humaines et politiques, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, même les leaders espagnols, ils relatent en fait beaucoup cette dimension humaine parce qu'il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de visites. Et puis nous sommes entrés dans un élan croissant en termes de concrétisation. Bien sûr, il y a la dimension politique qui est fondamentale. L'Espagnol aujourd'hui est connu à travers sa déclaration, en fait sa position par rapport à la question de l'intégrité territoriale du Maroc. En fait, aujourd'hui, l'Espagne considère que la proposition du Maroc est la base unique et crédible, justement, par la résolution de cette question. Et bien sûr, il y a toute la dimension politique, toute la dimension humaine et bien sûr la dimension économique. Donc, il y a un élan, en fait, très accéléré depuis maintenant 2 années. Mais en fait, la perception et la conviction que nous avons, c'est que ce n'est que le début, justement, d'une relation encore beaucoup plus forte pour les prochaines années. C'est pour ça que, en fait, ce qui a été fait est énorme. C'est un exemple en termes de bon voisinage et de relations très fortes entre des pays voisins. Mais ce qui se profile sur le plan stratégique tout azimut, et d'ailleurs, les relations sont considérées comme multidimensionnelles parce qu'ils couvrent tous les aspects qu'on peut imaginer au niveau sectoriel, mais également au niveau humain, au niveau migratoire, au niveau sécuritaire. Et cela dénote justement du profilage d'une relation, je dirais, atypique au niveau des relations
international, de bon voisinage, de relations entre deux pays qui sont de deux continents différents, mais les liens de proximité, de compréhension et de confiance pourraient être considérés aujourd'hui comme un exemple de la cohabitation pacifique, mais également du sort commun de pays voisins avec toutes les dimensions de ce sort. Notamment, bien sûr, il y a l'aspect économique, l'aspect stratégique, l'aspect sécuritaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les deux parties voient d'un bon œil les choses, comment ils avancent, je dirais, sur un plan bilatéral. Mais on va en parler certainement. Ça dépasse aujourd'hui le bilatéral, ça se situe sur une dimension régionale, une dimension continentale. Et c'est pour cela que cet exemple, aujourd'hui, on peut le considérer comme un exemple à méditer pour aller vers la paix au niveau mondial, pour aller vers le co-développement entre le Nord et le Sud. Sur plusieurs plans aujourd'hui, cet exemple peut être, je dirais même, enseigné au niveau de la géostratégie, au niveau des relations internationales. Et c'est pour ça que pratiquement le peuple marocain aujourd'hui apprécie cette diplomatie dans laquelle il y a la dimension politique, mais également il y a la diplomatie économique, il y a tout ce qui est stratégique qui est intégré dans ces relations. Alors, Khalid Demou, Abdeltef Komat nous dit que le peuple marocain, la population, l'opinion publique marocaine aussi est ravi, pour dire les choses telles qu'elles sont, par cette audience. On va rentrer dans les détails par la suite pour parler de la multidimensionnalité dont parlait Abdeltef Komat, mais au niveau de la symbolique de cette audience. Comme a dit Komat, en fait, c'est la résultante d'une dynamique qui dure maintenant depuis 2 ans. Juste avant, on avait connu une crise politique majeure avec l'Espagne, et c'est d'autant plus exceptionnel ce revirement de situation qui s'est fait dans l'espace de 2 ans sur toutes les dimensions culturelles, politiques, diplomatiques, agricoles. Hier, Monsieur Sanchez a parlé du projet de dessalement de la ville de Casablanca avec la société Acciona qui va être en fer de lance de ce projet. Donc aujourd'hui, et il a aussi évoqué bien sûr la Coupe du Monde 2030. Et en fait, c'est notre premier partenaire aujourd'hui. Depuis 2012, c'est notre premier partenaire économique. Et nous sommes le 3e partenaire économique de l'Espagne, hors Union européenne, après les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc il est clair qu'aujourd'hui, l'Espagne a fait une introspection. Elle s'est rendue compte que le Maroc devait être un allié stratégique de l'Espagne. Donc cette parenthèse de fâcherie d'1 an a fait prendre conscience des deux côtés de la Méditerranée. Nous, on a pris conscience de l'importance de l'Espagne pour nous, et l'Espagne en a fait de même. Il y a une visite qui a été annulée récemment en Algérie. Et donc, M. Pedro Sanchez a juste après annoncé... Du ministre des Affaires étrangères, pas de Pedro Sanchez. Oui. Mais justement, il a amené avec lui M. Alvarez pour une visite au Maroc juste après. Et donc, il a réitéré sa position par rapport à la question du Sahara et de la souveraineté du Maroc sur ce territoire. Et donc, ça ouvre de nouvelles portes sur tous les volets, sur tous les secteurs. On va entrer dans les détails, pour développer, en fait, un plus grand partenariat avec nos voisins espagnols. On va entrer dans le détail. Vous avez en fait décliné à vous deux le sommaire de l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire. Mais avant, on va écouter, pas entendre. Driss Issaoui sur cette symbolique. Alors, le Premier ministre espagnol dit que notre relation connaît son meilleur moment depuis des décennies. Des décennies. En français, ça veut dire au moins 2, voire 3. Donc, ça nous ramène jusqu'à la période de Felipe González, peut-être avant. C'est quand même fort. C'est même avant. C'est quand même fort ce qu'il dit. Les relations entre l'Espagne et le Maroc sont des relations qui sont rythmées par un va-et-vient extraordinaire sur le plan historique, sur le plan de la relation entre l'Espagne et le Maroc, et que finalement, c'est à travers cette dynamique de va-et-vient, de dynamique d'introspection les uns par rapport aux autres. Parce que le Maroc est pour l'Espagne un oxygène qu'ils ne peuvent jamais s'en passer, sincèrement.
Parce qu'on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'un territoire qui est l'arrière-pays de toute l'économie espagnole aujourd'hui. Nous nous rappelons que quand l'Espagne ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas réfléchir, ne pouvait pas investir, ils se sont adressés à leurs collègues marocains et ils ont fait des investissements ici au Maroc qui ont sorti la majorité des Espagnols qui ont des problèmes, qui avaient des problèmes à l'intérieur de l'Espagne. Ils ont eu des solutions directes ici. Et ce sont les Espagnols qui ont profité de ce que le Maroc leur a offert. Alors, je n'ai pas voulu dépasser les limites parce qu'en fait, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut nous étendre, nous aurons l'occasion de le faire, pour tout ce que le Maroc est en train de faire au niveau de sa politique africaine. Et la politique africaine du Maroc, c'est le fer de lance de tout le partenariat stratégique qui est signé entre l'Euro-Méditerranée, entre l'Europe et le Maroc par rapport à l'Afrique. Et c'est cette ouverture du cœur de l'Afrique sur le cœur de la Méditerranée qui nous intéresse aujourd'hui. Et les Espagnols, le chef du gouvernement espagnol, l'a exprimé de manière éclatante en disant que nous vivons le meilleur moment depuis des décennies. Et il a raison de le dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, prenez les exemples, tous les exemples que vous souhaitez, que ce soit le dessalement d'eau de mer, que ce soit toute la stratégie qui a été construite. Les fournitures en gaz avec le fameux gazoduc. Absolument, le gazoduc Nigeria-Maroc, absolument. Non, le gazoduc Maghreb-Europe, dont le flux avait été inversé après que les Algériens aient décidé d'interrompre leur livraison. Ça a été un exemple de coopération extraordinaire. Autre chose, vous n'en avez pas parlé, ça me revient en mémoire, quand en 2002, il y a eu une crise assez sérieuse entre le Maroc et l'Espagne. Quelques semaines après, il y a eu le naufrage du Prestige, de mémoire, je crois que c'est ça, il s'appelait le Prestige, sur les côtes nord-ouest. Absolument, vous absolument. Vous et Sa Majesté avait proposé à José María Aznar, à l'époque, que les pêcheurs de cette région-là pouvaient venir pêcher sans aucun problème. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est l'exemple même de la citoyenneté, de l'amitié. Et ça augure de quoi? Ça vous donne une idée très forte de ce que c'est que les Espagnols pour le Maroc. Et le fait que le chef du gouvernement est ici, parce qu'il le fait à un moment donné où l'extrême droite en Espagne était contre. Et lui, il est venu et il a inversé la machine, il a inversé la vapeur, et on est véritablement avec un allié sûr du Maroc au niveau de l'Europe. Je n'ai pas voulu parler du championnat mondial de football, etc. etc. On y arrive, on n'y couperait pas, on y arrive parce que c'est quelque chose de très important, c'est quand même mondial. Il a dit aussi la phrase que je vous avais lue tout à l'heure, nous voulons faire de notre coopération le meilleur exemple de voisinage constructif. Effectivement, hors Europe, qui ont un voisinage assez particulier, où il manque la dimension humaine dont vous parliez, Abdel Komat, c'est véritablement c'est un excellent exemple de voisinage constructif. Bon, suivez mon regard, on ne va pas aller sur le côté Est, mais véritablement créer une relation comme ça qui remonte à une histoire millénaire, et nous en arrivons à quelque chose aujourd'hui qui fait sens. Et avec le Mondial 2030, ça fait encore plus sens parce que là, c'est véritablement, je vous laisserai en parler à votre aise tout à l'heure, c'est quelque chose qui crée véritablement des passerelles entre les deux pays, puis les deux ensembles continentaux. Alors que deux choses auront été dites sur cette position historique de l'Espagne, ancienne puissance coloniale, c'est important, elle a une position très importante parce que c'est une ancienne puissance coloniale, donc elle sait, et c'est elle qui a signé les accords de Madrid avec le Maroc en 1975. Donc que deux choses n'ont pas été dites, mais le Premier ministre espagnol, Abdel Komat, l'a encore dit, la solution proposée par le Maroc, en l'occurrence l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, est la solution la plus réaliste et la plus crédible. Position inchangée, position renouvelée, en quoi encore une fois la symbolique? C'est connu, c'est dit, mais ça vaut mieux en le redisant. En fait, il y a plusieurs symboliques. Tout d'abord, et c'est rappelé par en fait, les responsables espagnols, c'est de dire nous connaissons l'importance de cette question pour les Marocains. Donc aujourd'hui, en fait, tout le monde sait que c'est une
question qui est partagée par tous les Marocains. Donc c'est une priorité nationale et bien évidemment, il s'agit de rappeler et de confirmer et de consolider cette position. C'est toujours important. Deuxième chose, c'est que, en fait, le Maroc a gagné beaucoup de points en ce qui concerne la reconnaissance de la marocanité du Sahara par différents pays, par différentes régions, mais nous avons quand même certaines positions qui ont une symbolique, je dirais entre guillemets, un peu plus importante, notamment celle de l'Espagne. Vous l'avez dit. Parce que l'Espagne, c'est le pays, l'ancien colonisateur, l'ancienne puissance colonisatrice, et bien évidemment qui connaît l'histoire, qui a les archives, qui connaît la dimension humaine. Et en fait, lorsque un pays, en fait, tel que l'Espagne, considère que la proposition du Maroc est la base unique, il ne dit pas une base, c'est la base unique. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a que cette base, qui est, en fait, l'autonomie proposée par le Maroc dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2007. Donc ça, c'est important, bien sûr, de le rappeler. Et c'est important également pour le Maroc. Pour le Maroc, parce que, en fait, il y a une dimension qualitative. Il y a une dimension qualitative lorsqu'aujourd'hui nous avons des pays comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme la Hollande, comme les États-Unis, la plus grande puissance militaire et économique. Donc, bien évidemment, ce genre de position a un poids au niveau de la scène internationale. Et c'est pour ça que le rappeler et le confirmer, le consolider, c'est une bonne chose. Et bien sûr, ça également, c'est dénote de cette dimension, je dirais, ce qu'on a appelé humaine, du fait que les Marocains, d'une manière générale, bien sûr, aspirent à encore, bien sûr, de reconnaissance par d'autres pays, et le fait qu'un pays comme l'Espagne, qui aujourd'hui, on peut le considérer comme, pas un exemple, mais c'est une référence notamment pour des pays de l'Amérique latine, on sait que lorsque l'Espagne a pris cette position par rapport à la question du Sahara marocain, il y a eu une réaction au niveau des pays, notamment de l'Amérique latine. Bien sûr, le Maroc a marqué beaucoup de points au niveau de l'Amérique latine, parce qu'il faut le rappeler, c'était une zone qui était plus ou moins, je dirais, un peu, je dirais, sous réserve sur un plan politique par rapport à un certain moment, mais grâce à Dieu, ces dernières années, il y a eu une avancée extraordinaire au niveau de l'Amérique latine. Et ce couple Espagne-Amérique latine, déjà, c'est une symbiose sur le plan politique et géostratégique très importante. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que l'occasion se présente, bien sûr, les responsables espagnols confirment leur position à l'égard de Sa Majesté, à l'égard du peuple marocain, du gouvernement marocain. Voilà notre position, on la confirme et on insiste. Alors, justement, Khalid Domou, Abdeltef Komat parlait de l'Amérique latine, donc de l'importance que peut avoir la position de l'Espagne sur des pays qui sont des alliés naturels et historiques de l'Espagne, qui sont ceux de l'Amérique latine. Dernier exemple en date, on en parlait tout à l'heure hors antenne, le Panama qui dit aussi que la solution marocaine est la solution unique. Donc on est là, cette importance qu'a l'Espagne en tant qu'ancienne puissance coloniale, en tant que pays qui connaît bien ce dossier avec les archives, avec l'histoire, avec les éléments communs. Comment vous avez vu ça? Le fait que ça sera redit. En fait, l'Espagne, c'est le fer de lance des pays hispanophones en Europe. C'est une des principales puissances économiques mondiales. Et aujourd'hui, c'est très important que l'Espagne, qui connaît très bien le dossier, ait rallié la position marocaine qui a été présentée aux Nations Unies, de l'autonomie sous souveraineté marocaine. Et automatiquement, bien sûr, ça ouvre les portes pour que nous puissions toucher ces pays d'Amérique latine. Parce que comme nous allons ouvrir en fait l'Afrique subsaharienne à l'Espagne, eh ben, l'Espagne aussi peut nous ouvrir l'Amérique latine. Parce que géographiquement, on se trouve plus dans une optique atlantique. Quand on dit l'Alliance atlantique, on pense souvent aux États-Unis parce que c'est eux qui sont en face de nous. Mais il ne faut pas oublier l'importance que revêt l'Amérique latine, économiquement, avec ses richesses minières, etc. Et aujourd'hui, avec la nouvelle économie, on sait que c'est très important d'avoir accès à certaines matières stratégiques. Donc automatiquement,
le fait que l'Espagne se rallie à la position marocaine va avoir un effet certain sur la décision de certains pays d'Amérique latine d'opter aussi pour la même position. Donc aujourd'hui, on est en train de vivre une ère de déglobalisation, parce qu'on était dans la globalisation longtemps, dans le multilatéralisme, et aujourd'hui on remarque en fait qu'il y a de nouvelles options régionales. Quand on parle des BRICS, quand on parle de l'Afrique et de ces différentes compositions régionales, quand on fait de l'économie et de la géopolitique, on se rend compte qu'en fait la région du Maghreb est l'une des seules régions au monde qui n'a pas été intégrée politiquement et économiquement. 3%, je crois, c'est ça? Oui. C'est l'une des moins intégrés au niveau mondial. Et en fait, il y a plusieurs décisions de Sa Majesté Lainsro qui ont été très, très bien conçues, très bien pensées. Il y a la signature des accords d'Abraham qui nous ont rapprochés des États-Unis. Le fait qu'on se soit rapproché de la première puissance économique mondiale a fait que certains pays d'Europe également se sont rapprochés de notre position. Aujourd'hui, on a réintégré l'Afrique dans toutes ses dimensions. Sa Majesté a fait énormément de voyages en Afrique pour nous replacer au centre. Donc en fait, on peut parler d'un commerce triangulaire aujourd'hui entre l'Atlantique Nord, c'est-à-dire les États-Unis, l'Afrique et puis l'Europe et la Méditerranée. On a une très longue histoire avec l'Espagne, et notamment ce qu'on appelle l'esprit de Cordoue. L'esprit de Cordoue, c'est cette période au XIe siècle où il y avait une harmonie entre les trois religions monothéistes en Espagne. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver cette harmonie et ça fait vraiment plaisir de voir que ce qui est assez logique, en fait, quand on est des pays proches, on parle de friendshoring, de friendshoring, c'est-à-dire que quand vous êtes proche normalement d'un pays et que vous voulez faire des échanges, autant le faire avec les pays plus proches parce que ça coûte moins cher. Donc il y a ça, et puis il y a le nearshoring aussi qui est très important. C'est le fait de délocaliser certains services dans des pays proches parce que c'est plus donc, intelligent en fait, économiquement. Donc je pense que tout ça, on est en train de le vivre actuellement, cette période, avec l'Espagne. Il y a une double triangulation, si je puis exprimer ce terme de triangulation. C'est Maroc-Espagne-Afrique, c'est Maroc-Espagne-Amérique latine. Chacun a les relations avec notre hinterland africain, nos amis africains, notre continent, les Espagnols avec les latino-américains. Mais c'est quelque chose quand même qui est... Quand on voit la presse espagnole, les médias espagnols, parce qu'on était voir en préparant l'émission ce que disent les médias espagnols, c'est que cette position de Pedro Sánchez, du gouvernement espagnol, de l'État espagnol sur le Sahara marocain est devenue une position d'État. C'est à ça qu'on va reconnaître un homme d'État ? Oui, particulièrement par rapport à cette histoire, par rapport à ce qui nous intéresse directement. L'affaire du Sahara est une affaire stratégique pour le Royaume du Maroc. On ne va pas en parler encore une fois. Les Espagnols ont pris l'initiative, après les accords d'Abraham, après ce que les États-Unis ont fait, après tout le travail qui a été fait avec les provinces sahariennes. Aujourd'hui, on est dans notre droit, il faut le dire. Hassan II, que Dieu ait son âme, l'a dit. Mohamed VI, il répète la même chose, mais de manière encore plus confirmée. Et nous sommes aujourd'hui, véritablement, dans une logique de partenariat stratégique extraordinaire. On ne peut pas l'exprimer autrement. La visite des Espagnols au Maroc, c'est comme si c'était un ami, un frère qui vient chez lui pour voir comment les choses se passent. Parce qu'effectivement, c'était une force colonisatrice il y a quelques années. Ils avaient occupé la partie du Sahara, ils avaient occupé le nord, etc. Mais pas quelques années, quelques décennies quand même. Bien sûr. Non, mais de toutes les manières, c'est de mémoire. 1880. De mémoire de citoyens, on a toujours ce souvenir que les Espagnols, c'était une force colonisatrice et ils l'ont quitté. Pas en faisant une guerre avec eux. C'est par la force de ce pays, par l'intelligence de ce territoire et des dirigeants
dans ce pays qui ont permis justement à ce que les Espagnols puissent parler le même langage que nous. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer quelqu'un parler de l'affaire du Sahara autrement que dans les termes qui ont été définis par le Maroc et par les amis du Maroc. Malheureusement, nous avons des voisins, je parle ici de l'Algérie et des autres, qui considèrent que le Maroc n'est pas dans son droit et ils soutiennent la dissidence parmi les populations sahraouies, ça les regarde. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on est effectivement dans un pays qui est en train d'évoluer vers des horizons extraordinaires. Comme diraient les jeunes, nous on trace. Absolument. Nous on trace, on avance. On trace parce qu'on a de grands projets, des projets importants qui vont révolutionner. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure. La liaison fixe entre l'Espagne et le Maroc est une liaison extraordinaire qui va permettre aux deux pays de pouvoir échanger très rapidement et avec le moindre coût entre l'Espagne et le Maroc, entre l'Europe et le Maroc. Ça, on l'oublie souvent. Alors justement, on va rentrer dans tous ces détails-là. Je voulais quand même insister sur ça parce que la visite n'est pas anodine, l'audience n'est pas anodine. Les relations entre les deux pays, comme l'a dit Pedro Sanchez, le meilleur exemple de voisinage constructif. Donc c'est du nearshoring et friendshoring. Oui, donc les deux. Alors on rentre un peu plus dans le vif du sujet économique, commercial, business. Dans le communiqué, c'est Abdelatif Komat, publié par la présidence du Conseil, il soulignait que l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc. Ça a été encore redit par le Premier ministre, avec 20 milliards d'euros en 2023, un record. Alors comment vous pourriez nous décrire ces échanges commerciaux, cette coopération économique entre les deux pays? En fait, la coopération entre l'Espagne et le Maroc a été toujours forte. D'ailleurs, l'Espagne est le premier partenaire commercial depuis maintenant 11 années successives. Donc, il s'est érigé la première place comme partenaire commercial. Alors, ce qui est nouveau, peut-être, c'est cette accélération de ce partenariat. Si on prend l'année 2022, il y a une augmentation de 23%. Et ça, c'est unique en termes d'accélération des échanges commerciaux entre deux pays. Donc, il y a une tendance encore croissante et d'une manière fulgurante. Et ça, on considère que ce n'est qu'un début, justement, de ce train de croissance. Parce que ce qui se profile à l'horizon 2030, c'est encore plus important. On parle de 45 milliards d'euros d'investissement. En fait, on est aujourd'hui, je dirais, il y a une certaine complicité, notamment par rapport à des projets. On parle beaucoup, bien sûr, de 2030, parce que, bien évidemment, l'Espagne et le Maroc, avec le Portugal, aujourd'hui, travaillent ensemble pour que cette Coupe du Monde soit, on l'espère, une des meilleures, sinon la meilleure, d'autant plus qu'il réunit deux continents. Ça, c'est également original. Mais au-delà de cela, il y a... en fait, l'Amérique latine, c'est au niveau des matchs d'ouverture. C'est le niveau symbolique centenaire de la compétition. Mais l'ossature de la Coupe du Monde, c'est Maroc, Espagne et Portugal. Alors, bien sûr, au-delà de cela, il y a des projets stratégiques. Il y a des projets stratégiques. Alors, ces projets stratégiques, je dirais, ont deux dimensions fondamentales. Il y a tout d'abord la dimension économique, d'accord, parce que le Maroc aujourd'hui entre dans un certain nombre de projets structurants à l'horizon 2050. Aujourd'hui, on ne parle plus de 2030-2035. Pour certaines stratégies, la stratégie de l'eau, la stratégie des énergies vertes, etc., on a même division à l'horizon 2050. Et ces projets, bien sûr, ne sont pas seulement des projets du Maroc, ce sont des projets, je dirais, universels. Parce que ces questions de développement durable, de dessalement, de l'économie verte, de l'hydrogène vert, ces projets concernent la planète parce que nous sommes devant des aléas climatiques, etc. Et l'Espagne, bien sûr, est intéressée en fait, de faire partie prenante justement de cette dynamique économique et stratégique que connaît notre pays. La deuxième chose, c'est la géostratégie. La géostratégie. Ça, c'est très important parce que le Maroc a ouvert des voies. Aujourd'hui, notamment, on parle de la rive atlantique de l'Afrique qui réunit 23 pays. On parle de l'ouverture des pays du Sahel sur l'Atlantique. Et donc là, c'est de la géostratégie. Alors cette géostratégie, aujourd'hui,
je dirais qu'il place cette région comme une région qui, sur un plan naturel, est appelée à connaître un raffermissement et une dimension positive. Pourquoi ? Parce que les lignes géostratégiques bougent. Aujourd'hui, il y a une mouvance. Il y a en fait une dynamique au niveau des alliances, hein, avec le BRICS, avec le G77 plus Chine, avec donc des groupements régionaux, etc. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont moins marcher parce que parfois, c'est des alliances, je dirais, d'opportunisme ou basées sur des positions idéologiques. Et il y a des alliances qui sont beaucoup plus objectives et qui sont basées sur l'histoire, qui sont basées sur la complémentarité, qui sont, en fait, je dirais, un peu plus naturelles. Cette alliance, aujourd'hui, Espagne-Europe, bien sûr, il ne faut pas oublier que l'Espagne, avec la France, ce sont les deux principaux partenaires du Maroc. Et bien sûr, le Maroc avec l'Afrique de l'Ouest, avec les pays du Sahel, sur le moyen et le long terme, c'est une région, sur un plan géostratégique, qui est appelée à prendre une forme plus importante et être un exemple d'une complémentarité régionale qui n'est pas que sous-régionale. Il ne s'agit pas que de l'Afrique ou de l'Afrique de l'Ouest, il s'agit d'une alliance entre l'Europe et l'Afrique. Le fer de lance pour le Maroc au niveau de l'Europe, c'est l'Espagne, et pour l'Afrique, pour l'Espagne, c'est le Maroc. Et donc c'est pour dire que sur le plan économique, c'est vrai, il y a une avancée parce que nous sommes à 20 milliards en fait, d'euros d'échange, c'est énorme. Bien sûr, il y a 11 à 11,5 d'exportation de l'Espagne vers le Maroc et 8,6 du Maroc vers l'Espagne. Bon, il y a un déséquilibre, mais c'est un déséquilibre qu'il faut relativiser parce qu'au niveau de la balance commerciale générale du Maroc, nous sommes à 60% du taux de couverture. Avec l'Espagne, entre 75 et 80%. C'est vrai, il y a un déséquilibre, mais il n'est pas aussi flagrant qu'avec le reste du monde. Donc, ce qui fait... C'est quoi les produits qui sont échangés Alors, justement, sur ce plan-là, il faut dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est plus ou moins équilibré. C'est plus ou moins équilibré, ça veut dire que même les exportations du Maroc vers l'Espagne, ils ne sont pas que des matières premières et des produits agricoles. Nous exportons... Produits transformés, des produits finis. Des produits transformés, hein, notamment tout ce qui est électronique, tout ce qui est automobile également. Bien sûr, il y a des produits transformés, des produits minéraux, etc. Et bien sûr, il y a les produits également halieutiques, parce qu'il y a une transformation d'une partie des produits exportés vers l'Espagne. Alors, à l'inverse, également, il y a tout ce qui est un peu le contraste, lubrifiant, énergie, etc., parce qu'aujourd'hui, il y a le gazoduc, donc le gaz qui passe par l'Espagne pour aller vers le Maroc, etc. Donc, je dirais que c'est plus ou moins équilibré au niveau du taux de couverture, et c'est équilibré au niveau de la consistance, c'est-à-dire la transformation et la valeur ajoutée. Le Maroc, aujourd'hui, au niveau international, a tendance à de plus en plus exporter des produits transformés. Ce n'est plus le Maroc qui exporte que des produits agricoles ou des matières premières. De plus en plus, la part de la transformation dans les exportations, on a l'exemple avec l'Espagne comme on a avec d'autres pays. Ça, c'est, Khaled Domou, l'un des grands enjeux justement de la dernière décennie au Maroc, c'est de ne plus un enjeu stratégique qu'on est aussi en train d'installer en Afrique, ne plus vendre uniquement, ne plus exporter le produit, la matière première, transformer et d'exporter. Comment vous voyez ces échanges commerciaux et même cette relation économique avec l'Espagne? En fait, il y avait eu à un moment ce qu'on appelait une montée en charge au niveau de la production industrielle, et aujourd'hui on est en train de vivre ce que l'on appelle une montée en gamme des produits marocains, parce qu'on a intégré une technologie avec le transfert de technologies de pays plus avancés. On les a intégrés dans notre tissu économique, et aujourd'hui on est en train d'en bénéficier, notamment aussi avec l'Espagne. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui vendre des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc bien entendu, quand on parle d'import-export et de balance commerciale, il y a les échanges en valeur et il y a les échanges en volume. Donc en valeur, on est en train de devenir plus intéressant. Et bien sûr, on est en train de capitaliser sur une histoire commune, sur une langue commune, parce que dans le nord du Maroc et dans le sud du Maroc, les Marocains parlent parfaitement l'espagnol. Donc je pense qu'on peut capitaliser plus sur cette connaissance de la langue.
Parce Je crois quand même qu'il y a un engouement. Ouais, il y a un engouement progressif pour la langue anglaise, bien entendu, mais pour la langue espagnole aussi. J'ai été non hispanophone à un moment, donc j'ai travaillé à l'international très longtemps, et puis par la force des choses, j'ai appris l'espagnol, et j'ai donc vécu dans ma chair, en fait, la différence entre le moment où je visitais les Espagnols et que je ne parlais pas l'espagnol, je parlais l'anglais, par exemple, et le jour où j'ai commencé à leur parler en espagnol. Donc, quand on veut faire du business avec des gens, la langue rapproche énormément. Donc, les 20 milliards aujourd'hui et les 45 milliards qui viennent demain montrent qu'en fait, comme l'a très bien dit Monsieur le doyen, c'est qu'on est en train de développer énormément des échanges commerciaux avec l'Espagne sur le long terme. Quand on prend par exemple l'usine de dessalement du Grand Casablanca, c'est un projet qui va se faire sur... Il n'y a pas que cette usine. Il y a une autre usine qui est tenue par des Espagnols, mais au niveau de Chuca. Moi, c'était pour parler de la durée, en fait. Juste après, vous faites C'était pour parler de la durée, en fait, parce que ce projet, il est bâti sur 30 ans, en fait. Donc, 3 ans, c'est la construction et 27 ans, c'est l'exploitation. Donc, automatiquement, c'est vraiment bâtir des projets à long terme et qui reposent sur l'énergie renouvelable. Parce que ce qui est très important de dire, c'est qu'en fait, le Maroc, pourquoi c'est un allié stratégique aujourd'hui avec de nombreux pays européens, vous avez cité tout à l'heure l'Allemagne aussi, c'est que nous sommes riches en vent et en soleil, et ce qui permet de faire une révolution industrielle par la verdisation, en fait. Parce que les pays précédemment qui se sont développés l'ont fait sur la base des hydrocarbures, du gaz, du charbon et du pétrole. Et aujourd'hui, à l'horizon 2050, on sera à 52% de puissance installée en renouvelable et 30% en production. Donc, c'est très important. Alors, je vous voyais déjà vous impatienter parce que vous vouliez apporter votre petite précision sur ça, mais je vais lier cette question, enfin le commentaire que vous allez faire sur les échanges économiques et le partenariat, des échanges commerciaux et le partenariat économique, avec cette fameuse triple stratégie du Maroc continental, planétaire, même si on n'utilise pas des mots comme ça, parce que le gazoduc Afrique-Atlantique, c'est quelque chose d'important qui va relier 2 continents, pratiquement sans compter les 13 pays, bien entendu, 13 pays africains. 15 même. 15, oui. Après, sur le total, il y a 15. Voilà, après, c'est l'initiative marocaine sur le littoral atlantique, puis c'est l'initiative marocaine dont avait parlé le souverain lors du dernier discours de la Marche verte, le 6 novembre dernier, sur le désenclavement des pays du Sahel. Et comment, donc, vous voyez l'Espagne s'intégrer dans tous ces projets-là? Parce que le Premier ministre espagnol l'a bien indiqué à Sa Majesté, l'Espagne est intéressée par ces projets-là. Écoutez, on ne pouvait pas espérer... sur ça. Oui, on ne pouvait pas espérer voir aboutir ces 3 projets sans la participation d'un pays qui s'appelle l'Espagne. D'abord parce que ce soit le gazoduc, par exemple, qui vient du Nigeria vers le Maroc, les premiers à en profiter, ce sera l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est la porte d'entrée. Oui, excusez-moi, les Européens aussi, à travers l'Espagne, seront les premiers à en profiter. Mais les Européens, apparemment, ils sont aux abonnés absents à ce niveau-là. Pour dire les choses telles qu'elles sont. Les Espagnols, eux, ont compris le truc. Les Espagnols comprennent, ils ont déjà compris que le voisinage du Maroc est un voisinage gagnant. Et ils le jouent comme ça. Ils ne parlent pas au Maroc comme étant un pays sous-développé ou qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Non. Il parle au Maroc. C'est un mot. Voilà, quelqu'un qui a compris, absolument, il a compris la logique de ce qui est dit, la logique de la stratégie, et les Espagnols vont participer. D'abord, ils vont en profiter, mais surtout, ils vont participer. Et les entreprises espagnoles que nous connaissons, elles travaillent avec le Maroc sur, justement, toutes les technologies de transformation dont on a parlé de l'automobile, de l'aviation, tout ça, vous avez des technologies espagnoles qui est présente. Il y a de l'argent espagnol qui est présent. Donc finalement, cette visite du chef du gouvernement espagnol est une aubaine pour les 2 pays. Et je dirais que pour les 2 continents. On est en train de parler du Nigeria et du Maroc avec cette autoroute du gaz qui va se faire du cœur de l'Afrique. Et moi, je le dis souvent, imaginez que tous ces pays-là, de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient considérés comme étant le nid du terrorisme, sont aujourd'hui le nid de la richesse.
Demain, c'est des pays qui vont exporter non pas du terrorisme, mais du gaz naturel, et qui va permettre aux Européens de se chauffer et de faire fonctionner les choses, parce que le gaz naturel, c'est la source d'énergie la plus propre qui existe. Ça, c'est pour les médias. Enfin, les médias, dans les 10-15 prochaines années. Mais c'est normal. Ce que disait Khalid Domou, on est aussi riches, les pays du Sahel sont aussi riches que nous en soleil. Et donc, il y a de l'énergie aussi à... Non, alors, sur cela, il y a, la stratégie marocaine, elle est connue. Que ce soit pour l'hydrogène, que ce soit pour l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Nous sommes bien préparés et le Maroc a fait des investissements très coûteux pendant un moment où tous les pays ne pouvaient pas le faire. Il y avait le Maroc, il y avait les Émirats arabes unis et un certain nombre de pays qui ont investi beaucoup d'argent pour être aujourd'hui parmi les meilleurs qui sont cette stratégie, disons, d'énergie renouvelable mais alternative. C'est ce qui s'appelle être précurseur. Écoute, il vaut mieux être précurseur dans ça que d'être à la traîne. C'est ça le problème. Précisons sur ce sujet-là de la triple grande initiative continentale, voire intercontinentale du Maroc, Abdeltef Komat. Rapidement, parce qu'après on passe au mondial. En fait, aujourd'hui, c'est incontournable parce que nous sommes dans des économies d'échelle. Nous sommes en fait sur un objectif justement d'aller vers plus d'intégration. Hier, il y a eu la présentation du rapport à Casa Finance City sur l'intégration économique de l'Afrique. Et bon, malheureusement, en fait, on est en deçà du potentiel. On est en deçà du potentiel de l'Afrique. Aujourd'hui, on estime entre 15 et 20% en fait l'intégration par rapport à ce qu'il devrait être. Et tout cela passe par une intégration des communautés économiques, notamment africaines. Et on en a 8. Et à l'intérieur de ces communautés économiques africaines, il y a bien sûr des degrés en termes d'intégration. Malheureusement, la communauté du Maghreb est la moins intégrée, pour dire que cela, en fait, est une voie vers une intégration encore plus importante. Et c'est pour ça que le Maroc, aujourd'hui, à travers son initiative, sur sa sous-région, parce qu'il faut un leadership. Alors, au niveau de chaque sous-région, il faut bien qu'il y ait un meneur, un pays qui amène les autres vers plus d'intégration. Le Maroc joue pleinement ce rôle sur 3 dimensions. La première, c'est une dimension infrastructurelle, parce qu'elle s'est avérée, à travers cette étude, comme d'autres études, un des freins pour justement renforcer l'intégration régionale, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, le Maroc, à travers notamment 3 grands ports. Il y a bien sûr le port de Tanger-Med, mais aujourd'hui, il y a 2 ports qui vont prendre une dimension encore aussi importante, celui de Nador-Ouest et celui de Dakhla. Surtout celui de Dakhla par rapport à la région africaine. Donc ça, c'est très important. On ne parle pas des autres composantes infrastructurelles. Deuxième dimension, c'est justement cette alliance régionale avec les pays du Sahel, avec les pays de l'Atlantique, notamment de l'Afrique. Et donc là, c'est de la géostratégie. Également, le Maroc joue un rôle leader, parce que c'est le Maroc, c'est Sa Majesté qui a pris l'initiative, justement, d'ouvrir l'Atlantique sur le pays d'Israël. Et ça, c'est en fait une solution salutaire, parce qu'on connaît la problématique du cloisonnement. C'est une problématique pour les pays qui n'arrivent pas à accéder au niveau des ports, au niveau pour exporter, pour échanger, etc. Donc ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension aussi importante, c'est justement le fait d'arrimer un peu ces régions à des puissances économiques et commerciales, notamment, surtout l'Europe, parce que c'est l'Europe qui est naturellement la région la plus proche, le continent le plus proche. Pour dire que 3 dimensions, infrastructure, géopolitique et ouverture justement sur d'autres continents, le Maroc joue pleinement ce leadership. C'est pour ça que, en fait, Sa Majesté, il l'a toujours dit, on aspirait à un développement, mais on n'aspire pas à un développement unilatéral. On voudrait que ce soit un co-développement. Et le souci aujourd'hui du Maroc, c'est d'embarquer dans cette dynamique surtout les pays de la sous-région, Afrique de l'Ouest, Sahel, et c'est dans ce cadre-là que ce rapprochement se fait. Il ne se fait pas d'une manière égoïste, il se fait toujours avec cette perspective d'arrimer
les autres voisins à cet élan de développement. Alors, nous allons rester sur la géostratégie. Il va nous rester 6 minutes. Équitablement, ça fait 2 minutes chacun, si je sais toujours compter. Et donc, sur le mondial 2030, Khalid Demou, il y a beaucoup d'enjeux. Les enjeux sont sportifs, les enjeux sont politiques, les enjeux sont géostratégiques, les enjeux sont économiques, mais l'image est éminemment symbolique. Au-delà du foot, au-delà du plaisir du foot, etc. C'est ce que ça veut dire. En 2 minutes, je ne vous laisse pas quelques secondes de plus. Au-delà du plaisir du foot, en fait, on a remarqué en fait, que notre très belle prestation à la Coupe du Monde 2022 au Qatar a joué des rôles dans la diplomatie parallèle, parce que le Maroc a commencé à être beaucoup plus intéressant pour le reste du monde, plus connu. Au niveau sécuritaire, on a joué un rôle qui était très important aussi avec nos amis qataris. Et aujourd'hui, on a été donc sollicité par la France également pour les aider lors des prochains Jeux en juin des Jeux Olympiques au niveau sécuritaire. Et hier aussi, le président du gouvernement espagnol a parlé du côté sécuritaire qui reste crucial, évidemment. Donc la Coupe du Monde, on revient à la Coupe du Monde 2030. Ah, il vous reste quelques secondes. On a 9 milliards et demi de dirhams qui vont être investis là tout de suite pour 2025. 2025, c'est demain, c'est la Coupe d'Afrique. Et 20 milliards pour 2030, en fait. Donc, on va avoir 2 agendas. On va préparer 6 terrains pour bien réussir la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Et pour 2030, on va passer à 20 milliards de dirhams, Inch'Allah. Et peut-être que l'Espagne, je pense que l'Espagne veut aussi jouer un rôle dans la construction des infrastructures sportives marocaines, parce qu'hier, il y a eu un petit appel du pied sur ce point. C'est normal, c'est de bonne guerre. Oui, un peu moins que 2 minutes, parce qu'il vous a pris un peu. Donc un peu moins que 2 minutes, allez-y. Sur les enjeux économiques, géostratégiques et symboliques, bien sûr. On ne fera que nous répéter par rapport à ce qu'on a déjà dit. La relation, elle est géostratégique entre le Maroc et l'Espagne. Nous sommes heureux de voir que les Espagnols ont compris leur rôle. Ils sont revenus au sens de l'histoire. Et c'est ça ce qui est intéressant. Le déterminisme géographique, le déterminisme historique fait que le Maroc et l'Espagne sont de véritables partenaires et ils le feront. Le football, c'est un événement parmi d'autres. C'est symbolique, la chose, en fait, qui est Mais la symbolique est importante. Le Maroc va jouer un rôle extraordinaire à travers le football, à travers l'organisation, mais surtout à travers tous les investissements qui vont se faire en parallèle du mondial. C'est ça le plus important. Parce qu'en fait, pour accueillir tous les spectateurs qui vont venir, pour créer des espaces où les gens vont pouvoir s'amuser, vont pouvoir se reposer, il faut construire tout ça. C'est des infrastructures. Et les Espagnols sont bien préparés pour le faire. Les Marocains aussi le feront. Moi, je pense que... on peut nous faire confiance, je pense. Sur ça, que nous sommes capables, absolument... on a déjà prouvé. Le dernier mot pour vous, Abdeltef Komat. Le plus important, je veux le reprendre parce que c'est très important, retrouver le sens de l'histoire. Ça, c'est très important. Alors, en fait... Dernier mot pour vous. Là, je vais raisonner en tant qu'économiste. La question par rapport à 2030, la Coupe du Monde... Aujourd'hui, le Maroc est qualifié comme un pays pré-émergent. Toutes les conditions, aujourd'hui, sur un plan, en fait, écosystème, en termes d'institutions, en termes d'investissement, etc. Et nous nous préparons pour passer, en fait, au gap des pays émergents. Si, aujourd'hui, tout ce qui est prévu à l'horizon 2030 est réalisé, 2030 sera, en fait, l'année où le Maroc sera qualifié comme faisant partie des pays émergents. Et lorsqu'on parle d'émergence, c'est le stade avant le développement. Aujourd'hui, il y a une vision, il y a beaucoup de choses qui se profilent, il y a des partenariats solides. C'est aux Marocains, en fait, de se mobiliser derrière Sa Majesté. Si on réussit le cap 2030, aujourd'hui, on estime que le PIB par tête va doubler, sera augmenté de 50% à l'horizon 2030. Donc, avec tout ce qui est aujourd'hui dans le pipe, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit en fait un projet partagé par tous les Marocains, parce que nous avons une occasion historique aujourd'hui sur tous les plans. La confiance, le monde dans le Maroc aujourd'hui, il est visible. Il y a des choses concrètes, solides. Nous avons en fait un roi qui nous conduit vers le développement. On doit s'approprier ce projet. Si on le fait,
nous sommes optimistes pour le Maroc pour les prochaines années. Donc, il ne reste plus qu'à nous féliciter pour ce meilleur exemple de voisinage constructif. Nous féliciter nous autres Marocains et les Espagnols. Merci Khalid Domo, merci Abdeltaif Komat, merci Driss Issaoui. Merci d'être resté avec nous. Restez sur Medi 1 et à la semaine prochaine.